Bonjour tout le monde. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être ici et de clore la session de l'avant-midi. Je suis Dr Marie-Ève Goyer, je suis un médecin omnipraticien avec une pratique majoritaire en dépendance VIH et hépatite C. Et je suis un médecin au Centre de recherche et d'aide pour les narcomanes, pour le volet bas seuil, pour les populations vulnérables. J'ai eu la chance d'être la déléguée clinique principale pour le comité de revision des lignes directrices. Donc, ce sera mon mandat aujourd'hui. I will be presenting in French, but I'll be happy to take questions in English at the end if needed. Alors, allons-y. Alors, je peux passer vite, je pense, sur le contexte de santé publique au niveau des opioïdes qui a mené à la volonté d'avoir vraiment des lignes directrices nationales canadiennes. Cela a été bien présenté ce matin par mes collègues. On se rappelle donc qu'on est vraiment dans une crise de décès au niveau canadien. Évidemment, on a des bonnes données qui nous viennent de Vancouver, un peu moins de données au niveau québécois, mais quand même. On est dans des décès de loin supérieurs aux accidents de voiture et aux homicides. On a quelques données qui nous viennent de l'Institut national de santé publique qui corroborent un peu ça, c'est-à-dire qu'on voit vraiment une tendance à la hausse des décès, que ce soit par intoxication volontaire ou non volontaire. Et ce qu'on voit au Québec aussi, c'est que les tranches d'âge affectées bougent et on est de plus en plus vers des tranches d'âge un petit peu plus âgées. Et cette transition-là qu'on voit donc un peu partout au Canada se reflète aussi dans les données de l'INSPQ au Québec. On en est à environ 13 hospitalisations liées à une intoxication aux opioïdes par jour au Canada. Encore une fois, des données probablement fort sous-estimées. Et donc, on oublie souvent de regarder au-delà de la mortalité. Il y a aussi une forte morbidité ou beaucoup de conséquences liées à la consommation des opioïdes, même s'il n'en résulte pas nécessairement une surdose ou un décès. Si on regarde les données que nous colligeons au CRAN, le Centre de recherche et d'aide pour les narcomanes, vous voyez ici qu'il y a une augmentation du nombre de patients en traitement pour la dépendance, chiffre encore une fois hautement sous-estimé du fait qu'on n'arrive pas à desservir toute la clientèle qui serait dans le besoin. Dans le dernier requis de service que le CRAN a fait au niveau de Montréal, on est à, et je souligne l'excellent travail de Michel Perrault qui est à l'arrière, qui a travaillé là-dessus pour le CRAN. On est à un taux de, il est là, on est à un taux de couverture de moins de 40% des besoins. Donc, on n'arrive pas du tout à rejoindre et mettre en traitement la grande majorité des gens qui en auraient besoin. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on draine à Montréal un bon 25% de gens qui n'habitent pas sur l'île, probablement encore une fois parce que la desserte de services est bien en dessous de ce qui devrait être pour pouvoir rejoindre les populations. Alors, je veux passer assez rapidement sur la méthodologie du développement des lignes directrices. On pourrait y revenir à la fin si vous avez des questions. Donc, je vais passer rapidement là-dessus pour pouvoir me concentrer sur le contenu et les recommandations. Les lignes directrices de pratique canadienne ne sont évidemment pas une Bible ou un livre de recettes, c'est-à-dire que ce sont des grandes orientations, mais ça ne remplacera jamais le jugement du clinicien et la nécessité d'adapter aussi au cas, par province, par patient, les recommandations. Alors, qu'est-ce que c'est des lignes directrices de pratique? Ce sont un document développé de manière systématique ayant pour but d'assister les médecins et les patients dans la décision concernant le traitement approprié dans une circonstance clinique spécifique, et ce, basé sur une recension des meilleures données probantes à l'appui. C'est donc un outil décisionnel pour le traitement, pas seulement au niveau de la prise en charge très clinique, mais au niveau des instances politiques aussi ou des grandes orientations dans les guides de pratique qui régissent notre travail, soit comme médecin, soit comme pharmacien ou comme praticien. La portée souhaitée de ces lignes directrices-là, ce sont vraiment donc les professionnels de la santé, on l'a dit, médecins, pharmaciens, autres professionnels, mais aussi les décideurs politiques. Et le focus, vous allez voir, a été largement mis sur les molécules déjà approuvées par Santé Canada,
mais on va un peu au-delà de ça pour voir les nouvelles avenues et ouvrir d'autres voies. Ça s'applique par contre, dans le cas précis où nous sommes ici, aux adultes et aux adolescents souffrant d'un trouble lié à l'usage modéré à sévère des opioïdes. Alors, ce que vous allez voir dans ces lignes directrices-là, qui sont vraiment des lignes directrices à vocation pan-canadienne, c'est 11 recommandations assez macro sur les meilleurs traitements. Et ces recommandations ont été fondées sur une revue exhaustive des données prébantes disponibles à ce jour, mais aussi inspirées largement des lignes directrices qui ont été élaborées par le pôle de la Colombie-Britannique et qui ont été publiées là, récemment. Je vais vous le montrer. Ça a été soumis à des revisions complètes dans chacun des pôles par les experts, par les gens qui seront appelés à implanter ces lignes directrices-là. Et le but est vraiment de soutenir la pratique et de favoriser la prise de décision. Vous voyez donc ici, c'est un peu petit, je m'en excuse, le processus décisionnel qui a mené à l'élaboration de ces lignes directrices-là. Donc, on commence ici avec la revue de la littérature, le fameux sommet d'Ottawa où plusieurs d'entre nous avons eu la chance de participer sur les opioïdes, et la nomination des 4 délégués cliniques dont je fais partie, dont le but était vraiment d'accompagner la démarche de consultation dans chacun des pôles du CRISM à travers le Canada. Nous avons ensuite formé des comités régionaux et eu une première version du manuscrit. Parallèlement à ça, il y a eu la publication du guide de pratique de la Colombie-Britannique sur la prise en charge du trouble lié à l'usage des opioïdes. Et la première version a aussi été soumise, comme Julie l'a dit plus tôt, à la communauté médicale de pratique en dépendance au Québec. On se pète un peu les bretelles dans le sens où on a eu la chance, et on est le seul pôle, à ce que je sache, Julie, qui a eu la chance d'avoir rapidement accès à une communauté de pratique médicale pour consultation et validation des recommandations. Ensuite, nous sommes passés dans le 2e cycle de revision et parallèlement à ça, il y a aussi une revision à l'international et aussi avec les groupes de pairs qui ont été impliqués. Et tous ces commentaires-là, donc à travers les 2 cycles de revision, ont été intégrés pour ensuite de ça aller en validation, traduction et mener à la soumission d'un article pour le CMAG qui devrait être, paraître sous peu. Comme Julie l'a dit tout à l'heure, parallèlement à ça se fait la consultation sur l'article 56 de la loi qui oblige les médecins qui veulent prescrire de la méthadone à avoir une exemption à la loi fédérale, qui est en dehors, par exemple, des recommandations des lignes directrices. Et on termine ici, donc, en octobre, avec le souhait d'avoir une publication en anglais, en français, des lignes directrices, en plus de l'article dans le CMAG. Quelle est la méthodologie qui a été retenue? Donc, il y a vraiment eu une étude extensive de la littérature. On a la chance d'avoir déjà des revues systématiques, dont des Cochrane Review qui étaient disponibles. Et à ça s'est ajouté une revue de la littérature jusqu'à mars 2017. Vous voyez un peu ici les sujets couverts. Donc, on va de traitement agoniste opioïde. Donc, on est dans méthadone, buprenorphine et aussi morphine longue-action, adultes, adolescents, femmes enceintes, prise en charge du sevrage, désintox, clonidine, sevrage symptomatique, sevrage avec des agonistes opioïdes. On a fait la naltrexone orale aussi et une revue de tout ce qui est intervention, soutien psychosocial, traitement résidentiel, avec en parallèle une revue aussi des services de réduction des méfaits qui devraient être offerts en même temps que le traitement de la dépendance aux opioïdes. Toutefois, le focus du guidelines est vraiment des recommandations cliniques pour le traitement de la dépendance aux opioïdes. Alors, voici le résultat de l'ensemble du guidelines et je vous le montre de façon globale et ensuite on pourra prendre certaines sections une par une. Donc, on commence ici avec la personne qui se présente vers les services de dépendance et qui a un diagnostic au DSM-5 de troubles liés à l'usage des opioïdes. Y a-t-il un traitement médicamenteux de la dépendance indiqué, oui ou non? On pourrait se questionner, c'est-à-dire que quand il y a non, le non vient le plus souvent de l'usager parce que la recommandation est vraiment, à partir du moment où il y a un diagnostic clair, avec une intensité modérée à sévère,
nous allons ici vers le traitement par agoniste opioïde long terme. Et donc, on est dans une durée idéalement indéfinie avec un traitement dit de maintien. Vous verrez aussi, c'est mon petit côté plaidoyer, là, je m'en excuse, mais qu'on délaisse le vocable substitution. Donc, on essaye aussi dans le vocable des mots comme avoir des privilèges, avoir un traitement de substitution, de changer pour une façon très, très neutre, qui est vraiment traitement long terme avec un agoniste aux opioïdes. Vous ne verrez plus ce fameux mot de substitution. À cela s'ajoute plus ou moins traitement psychosocial, plus ou moins traitement résidentiel. C'est donc dire que oui, au traitement psychosocial, certainement, mais pas comme une obligation préalable pour avoir accès à la molécule. Si la personne est ouverte et on peut le faire, c'est tant mieux, mais la molécule seule aussi peut être offerte si la personne ne se sent pas prête actuellement pour avoir un traitement psychosocial. À partir du moment où on se met en mode traitement long terme, s'il n'y a pas de contre-indication franche à la buprenorphine, clairement, et ça, c'est quand même un gros changement, en tout cas certainement au Québec, où on était loin d'avoir cette pratique-là, c'est la buprenorphine qui est maintenant notre premier choix en première ligne. Si, pour plein de raisons dont nous discuterons plus tard, la buprenorphine n'est pas un bon choix dans ce contexte-là, alors là, nous allons vers la méthadone qui est maintenant positionnée comme une deuxième intention. Et si, pour plein de raisons, il y a de l'intolérance à la méthadone, ça ne fonctionne pas, pour la première fois, on voit apparaître de façon claire une troisième molécule qui est la morphine à action lente, au Québec, mieux connue sous le vocable Cadian. Donc, une morphine qui dure 24 heures, prise par la bouche. Toutefois, qu'est-ce qu'on fait quand l'individu n'est pas prêt à recevoir un traitement à long terme? Ce qui est clair, et encore là, c'est quand même quelque chose qui bouge beaucoup les pratiques dans notre contexte québécois, c'est qu'on évite et qu'on proscrit le sevrage seul. Donc, tout ce qui est désintoxication rapide est à éviter parce que ce qu'on voit, c'est que ces gens-là, ensuite, rechutent, baissent leur niveau de tolérance et sont des gens qui sont à risque de morbidité et de décès quand il y a un sevrage rapide. Par contre, si la personne insiste pour avoir un traitement plutôt bref et ne veut pas aller vers un traitement de maintien à long terme, en ce moment-là, ce que la recommandation nous dit, c'est de faire une réduction très lente qui peut être faite en interne ou en externe, idéalement avec une molécule agoniste opioïde aussi. Donc, on peut utiliser les mêmes molécules de méthadone et de buprenorphine qu'on utiliserait pour le long terme dans une perspective de sevrage à court-moyen terme. Et évidemment, à tout moment, si l'individu lève la main pour dire finalement « je suis prêt pour embarquer de façon un petit peu plus longue », eh bien, on repasse à un mode traitement de maintien long terme. Vous voyez une flèche qui descend ici aussi parce que, encore une fois, nous avons plein d'individus stabilisés qui vont souhaiter arrêter leur molécule. Et donc, les recommandations s'appliquent aussi à quelqu'un qui déciderait, pour plein de raisons, d'arrêter son traitement de méthadone et de buprenorphine. Si tel est le cas, on doit le faire de façon lente, de façon contrôlée, être ouvert à revenir en arrière et soutenir cette personne-là à tous les moments, voire même continuer de soutenir cette personne-là une fois le sevrage cessé, parce qu'on sait que c'est là que les gens prennent des risques. Je vois gesticuler. OK, très bien. Alors, pourquoi on en est rendu là et qu'est-ce qui a fait en sorte que la buprenorphine est maintenant positionnée comme une première ligne? Bien, premièrement, il y a des propriétés pharmacologiques dans la buprenorphine qui fait en sorte que c'est un agoniste partiel au lieu d'être un agoniste complet qui rend cette molécule-là beaucoup plus sécuritaire. Donc, ce qu'on sait, c'est que les gens qui commencent la méthadone sont très à risque, même dans les 2 premières semaines du début, d'avoir des surdoses, d'avoir des complications. Ce que la buprenorphine n'a pas du tout, étant donné le fait qu'elle est une agoniste partielle et qu'elle finit par plafonner dans son effet. Première chose. Deuxième chose, beaucoup moins d'interactions médicamenteuses et c'est vraiment un effet, vous l'avez dit ce matin aussi, beaucoup d'enjeux sur le QT, beaucoup d'interactions avec plein de molécules au niveau psychiatrique, les antirétroviraux, etc., qu'il y a beaucoup moins avec la buprenorphine.
et surtout, très intéressant pour nos usagers, beaucoup moins d'effets indésirables, donc moins de dysfonction sexuelle, probablement moins d'enjeux aussi au niveau de la santé buccale avec la buprenorphine. Toutefois, là, il y a eu longtemps un grand doute, c'est est-ce que l'efficacité est similaire? Les premières études qu'on a, buprenorphine versus méthadone, nous montraient la méthadone un peu supérieure. Par contre, les doses qui étaient utilisées dans ces études-là étaient très, très faibles et la rapidité à laquelle on induisait les patients sous buprenorphine était si lente que probablement que ces études-là ont induit certains biais où on sous-représentait la buprenorphine. Quand on regarde des études de buprenorphine à dose un peu plus élevée, donc moyenne entre 7 et 16 ou élevée en haut de 16 mg, la buprenorphine fait aussi bien en termes de rétention et en diminution de consommation des opioïdes. Reste un petit point d'interrogation pour les très, très, très grands utilisateurs, donc les gens avec les troubles liés à l'usage sévère par rapport à est-ce que la buprenorphine fait aussi bien ou non, mais globalement, une molécule non inférieure au niveau de la rétention en traitement et de la diminution de la consommation des opioïdes est certainement supérieure en termes de moins de risque de surdose, moins de toxicité, moins d'interaction. Ça résume un peu ce que je viens de vous dire. Donc, on compare des deux côtés les molécules. Un profil d'interaction ici beaucoup plus grand, un agoniste pur avec plus de risque de surdose, plus de risque de méfaits si diversion dans la communauté. Une efficacité par contre peut-être plus grande pour les troubles sévères. Probablement une meilleure rétention pour les troubles graves, mais un dosage thérapeutique complexe, une stabilité sanguine qui prend du temps à venir et qui fait en sorte que les patients doivent être revus aux 5 à 7 jours pendant très longtemps avant d'avoir une dose thérapeutique. Et donc, moins de flexibilité, mais aussi plus d'entrave légale. Donc, pour prescrire de la méthadone, nous avons besoin d'une exemption à la loi 56, ce qui n'est pas le cas pour la buprenorphine. Et donc, tout ça pour terminer en vous montrant les 11 recommandations. Vous voyez que les recommandations sont basées sur les critères de GRADE, c'est-à-dire d'une côté la qualité des données probantes et de l'autre côté le poids des recommandations qui est un indice composite qui permet de stratifier nos recommandations. Je vous l'ai dit, recommandation numéro 1, si vous commencez un traitement avec un agoniste opioïde, c'est la buprenorphine naloxone qui devrait être le premier choix, à moins, dans le cas spécifique qui est devant vous, de contre-indication claire. Et ce, afin de réduire le risque de toxicité, la morbidité, la mortalité, mais aussi d'aller vers une prise sécuritaire et des doses à emporter beaucoup plus sécuritaires dans le contexte de la buprenorphine. Après ça, le deuxième choix est la méthadone si, comme on l'a dit pour plein de raisons, la buprenorphine ne peut pas être utilisée. Donc, soit on commence par la méthadone, soit on commence par la buprenorphine si c'est un bon choix. Et si la personne ne réagit pas bien, c'est ce que vous voyez ici, je m'excuse, il y a possibilité de transition vers la méthadone. C'est aussi une autre des choses qui motive cette recommandation-là, c'est-à-dire que la transition de la buprenorphine vers la méthadone est assez facile à faire si jamais vous l'essayez et que ça ne fonctionne pas bien, versus le contraire, où quelqu'un est sous méthadone et on doit l'envoyer vers la buprenorphine. Ça, c'est une chose qui est beaucoup plus complexe à faire. Dans les cas de personnes qui réagissent bien à la méthadone, le traitement fonctionne, mais qui souhaitent simplifier le traitement, donc un traitement habituellement avec moins d'effets secondaires, à ce moment-là, évaluer la possibilité de faire un switch vers la buprenorphine. Et là, c'est là où on voit arriver pour la première fois la morphine orale à longue action. Ça a été pas mal clair pour la plupart des reviseurs et des experts qui ont été consultés que la morphine à longue action devrait vraiment être une troisième ligne. Donc vraiment une molécule qui est considérée comme un traitement de la dépendance aux opioïdes, qui est prescrit par les mêmes personnes qui sont habilitées à prescrire de la méthadone. C'est important cet enjeu-là parce qu'il risque d'avoir confusion entre la molécule de morphine longue action qui peut être prescrite par
pas mal tout le monde au niveau de la douleur chronique, mais qui n'appelle pas du tout les mêmes enjeux que si on la prescrit dans une troisième ligne de troubles liés à l'usage des opioïdes. Donc, ce qui est assez clair ici, c'est qu'on ouvre la porte à une nouvelle molécule, surtout pour les gens qui ont des toxicités avec la méthadone et qui ne le tolèrent pas bien. Mais si on prescrit cette molécule-là, on doit avoir les mêmes habilités, la même expertise et la même capacité d'encadrement que si cette personne-là était en clinique de méthadone. Et, comme nous l'avons dit, on évite de proposer la prise en charge du sevrage seul, donc une désintox sans transition vers un traitement long terme de la dépendance, car c'est une méthode qui est associée à un taux élevé non seulement de récidive, mais comme on l'a dit, de mortalité et morbidité. Ça veut donc dire que le patient qui est vu dans n'importe quelle clinique ou centre de réadaptation pour un sevrage, peu importe la méthode de sevrage qui va avoir été décidée, doit continuer d'être suivi, justement pour éviter la mortalité et la morbidité, mais aussi pour continuer à voir quels sont les meilleurs services aujourd'hui et maintenant pour cette personne-là, puisqu'évidemment, ça peut fluctuer à travers le temps. Lorsque le patient décide de ne pas aller vers un traitement long terme de son trouble lié à l'usage des opioïdes, s'il y a décision d'aller vers plutôt une prise en charge du sevrage, la prise en charge devrait être effectuée lentement, sous supervision, en interne ou en externe, et idéalement sur plus grand qu'un mois. Donc, ça met de côté tous les sevrages très, très rapides qu'on a fait jadis, avec vraiment une volonté d'y aller très, très tranquillement et d'espérer qu'il y aura peut-être des leviers pour aller vers un traitement un petit peu plus longtemps avec cette personne-là. Pendant la prise en charge du sevrage à l'aide des agonistes opioïdes, les patients devraient effectuer une transition vers un traitement à long terme de la dépendance afin d'éviter les récidives, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, de l'importance de ne pas faire du sevrage seul et d'inclure ça dans une perspective longitudinale et de suivre la personne qui est avec nous. Même chose pour les gens qui ont été sous traitement et qui décident d'arrêter la molécule ou de commencer un sevrage. Le processus devrait être le même. On le fait lentement. On accompagne l'usager, c'est l'usager qui contrôle le rythme et si jamais ça ne se passe pas bien, on arrête, voire même on revient en arrière et on peut arrêter ce sevrage-là à tout moment et continuer le traitement long terme. Finalement, dans les dernières recommandations, il y a de proposer systématiquement, évidemment, des interventions de traitement psychosocial, du soutien, mais elle ne devrait pas être une condition obligatoire pour avoir accès à un traitement. Donc, encore là, on est vraiment dans un respect du souhait de l'usager et on met les bonnes pratiques disponibles, on ne les impose pas comme sine qua non. La difficulté qu'il y a ici, c'est que la littérature aussi sur les interventions psychosociales est malheureusement assez pauvre. Donc, il y a certainement de la place au niveau de la recherche à ce niveau-là pour documenter non seulement les meilleures interventions psychosociales, mais aussi l'importance du soutien par les pairs dans des traitements de la dépendance aux opioïdes. Si le patient cesse complètement de consommer des opioïdes, donc on est dans un patient qui a été sevré complètement de sa molécule, on peut considérer la naltrexone à titre de traitement complémentaire. On n'est pas ici dans la naloxone à emporter à la maison pour réduire les surdoses. On est dans la naltrexone comme un traitement de maintien de l'abstinence. Vous voyez par contre que les données à cet égard sont assez faibles. Et finalement, ce n'était pas l'objet précis du guidelines, mais il y a quand même une recommandation de toujours associer ou avoir en tête les méthodes complémentaires au niveau de la réduction des méfaits. Donc, de toujours penser à conseiller à l'usager, est-ce que tu as ta naloxone à emporter? Connais-tu les services d'injection supervisée qui sont disponibles? Connais-tu les ressources autour de toi? Et d'associer le traitement à un counseling, à une offre de services en réduction des méfaits. Et donc, je pense que c'est assez clair en conclusion que ce qui est recommandé, c'est d'éviter d'abord et avant tout la prise en charge rapide d'un sevrage et que si cela est fait, ça doit être fait avec un agoniste opioïde sur plus d'un mois et ça doit être associé à un suivi rigoureux du patient parce que c'est ces patients-là qui vont être à risque de surdose et de décès. Et qu'en raison de tout ce que je vous ai dit,
beaucoup moins de danger de surdose, beaucoup moins d'interactions, beaucoup moins d'effets secondaires. La buprénorphine naloxone est maintenant la molécule de choix en priorité. Le souhait, c'est que les lignes directrices canadiennes de l'ICRAS puissent rassembler toutes ces données scientifiques-là et cliniques et puis qu'elles puissent servir d'outils au développement des lignes de pratique et des guidelines provinciaux. Donc, c'est un peu l'aventure qu'on a fait au Québec, d'avoir une espèce de core de guidelines basé sur la littérature pan-canadienne qui va permettre localement, dans chacune des provinces, avec les réalités locales, de décliner les choses et de se l'approprier province par province. Évidemment, non seulement ces lignes directrices-là ne couvrent pas tout, comme par exemple, il y a eu un grand débat sur devrait-on couvrir le traitement de la dépendance aux opioïdes via les injectables. Et ce qui est souhaité, c'est d'en faire vraiment un guidelines à part, étant donné que c'est quand même une pratique encore novatrice au Canada. Mais il reste aussi beaucoup de place pour développer des recommandations claires, comme ça a été dit pendant le matin, sur toutes les approches complémentaires en réduction des méfaits. Et ça sera vraiment quelque chose qui doit s'ajouter pour faire en sorte que le traitement n'est pas donné seul, mais toujours donné conjointement avec les meilleures pratiques en réduction des méfaits. Voilà, sur ça, je vais m'arrêter ici et vous laisser aller dîner. Merci de votre attention. Merci particulièrement à Isata et Annie qui m'ont été d'un grand soutien tout au long de ce cheminement. Merci beaucoup à Julie. Merci à vous.